La serveuse a été licenciée pour vol sur un luxueux paquebot de croisière et le millionnaire a vu son collier, le même qu'il avait offert à sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 20 ans. La nuit tombait doucement sur le luxueux paquebot qui traversait les eaux calmes de la Méditerranée. À bord, tout respirait l'élégance et l'opulence. Dans le grand salon principal, illuminé par d'imposants lustres de cristal, les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, se pressaient autour des buffets garnis et des coupes de champagne pétillants. La musique d'un quatuor à cordes flottait dans l'air, ajoutant une touche de raffinement à l'ambiance. Parmi eux, Aurore, une jeune serveuse d'une 20aine d'années, se déplaçait rapidement entre les tables, portant un plateau chargé de verres. Elle était habituée à passer inaperçue dans ce genre d'événement. Ses mouvements étaient précis, sa posture impeccable, et elle évitait soigneusement tout contact visuel avec les convives, sachant que dans cet univers, elle n'était qu'une ombre au service de leur confort. Pourtant, ce soir-là, quelque chose allait bouleverser cette routine bien rodée, alors qu'elle déposait un verre devant une cliente vêtue d'une robe émeraude scintillante. Un murmure traversa la salle. Des regards se tournèrent vers l'entrée du salon, où un homme en uniforme se tenait, l'air grave. Il s'avança lentement, accompagné d'un superviseur. Tous deux semblaient chercher quelqu'un. « Mademoiselle Aurore », déclara le superviseur d'un ton autoritaire. La jeune femme se figea, sentant les regards se poser sur elle. « Vous êtes accusée d'avoir volé un bracelet en diamant dans la cabine d'un des invités », continua-t-il, la voix tranchante. Un frisson glacé parcourut son échine. « Pardon, je ne comprends pas », balbutia-t-elle. « Nous avons des preuves », répliqua-t-il sèchement. « Veuillez nous suivre immédiatement. » Le murmure devint un brouhaha. Les convives, d'abord discrets, chuchotèrent maintenant ouvertement, échangeant des regards intrigués et des sourires moqueurs. Aurore sentit ses joues brûler de honte. « Mais je n'ai rien fait. Je vous assure, je suis innocente, » protesta-t-elle, sa voix tremblante de panique. « Nous réglerons cela en privé, mais pour l'instant, vous êtes suspendu. Quittez cette salle immédiatement. » Deux hommes de la sécurité s'approchèrent pour l'escorter vers la sortie. Dans la foule, Jean-Luc Duret, un homme d'une 60aine d'années, observait la scène avec attention. Grand, élégant, vêtu d'un costume parfaitement taillé, il était l'incarnation de la réussite. Propriétaire d'une chaîne prestigieuse d'hôtels, il était habitué à l'univers du luxe, mais ce qui capta son attention ne fut pas l'humiliation publique de la jeune femme, ni les murmures des invités, ce fut le collier qu'elle portait autour du cou, un pendentif en forme d'étoile, serti de petits diamants scintillants, suspendu à une fine chaîne d'or. Le temps sembla s'arrêter pour Jean-Luc. Il connaissait ce collier. Il l'avait offert à sa fille Noémie pour ses 6 ans, juste avant qu'elle ne disparaisse tragiquement. 20 ans plus tôt, ses mains se crispèrent sur son verre. Était-ce possible? Comment cette jeune femme pouvait-elle porter ce bijou, le même qui avait appartenu à sa fille? Tandis qu'Aurore était conduite hors de la salle, Jean-Luc se leva brusquement. « Excusez-moi », murmura-t-il à son voisin, avant de se diriger vers la sortie, à l'extérieur du salon, dans un couloir faiblement éclairé. Aurore était assise sur une chaise, le visage baissé, ses mains tremblant légèrement. Jean-Luc s'approcha doucement, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Mademoiselle », dit-il d'une voix calme mais ferme. Elle leva les yeux, croisant son regard pour la première fois. « Qui vous a donné ce collier ?» demanda-t-il, désignant le pendentif. Aurore, surprise, porta instinctivement la main à son cou. « Ce collier ?» répondit-elle, déconcertée. « C'était un cadeau de ma mère adoptive. » Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. « Et où l'a-t-elle trouvé ?» insista-t-il. « Elle m'a dit qu'il était avec moi quand elle m'a trouvé, dans une petite ville au bord de la mer. Mais pourquoi vous me posez ces questions ?» Jean-Luc inspira profondément, essayant de maîtriser le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Parce que ce collier appartenait à ma fille, » répondit-il. Ces mots lourds de sens, Aurore le regarda, incrédule. « Votre fille? Mais je ne comprends pas. Elle a disparu il y a 20 ans, » poursuivit-il, sa voix teintée de douleur. « Et maintenant, je dois savoir pourquoi vous portez ce bijou. » Elle secoua la tête, incapable de répondre. Une larme roula sur sa joue. « Je ne sais rien. Je ne savais même pas qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis désolée, » murmura-t-elle. Jean-Luc se releva, troublé. « Nous devons parler davantage, demain. Retrouvez-moi ici à la première heure,
Vous avez peut-être la clé d'un mystère qui me hante depuis des années. » Aurore hésita, mais hocha lentement la tête. Elle n'avait rien à perdre. Après tout, tandis que Jean-Luc s'éloignait, une pensée traversa son esprit. Si cette jeune femme était vraiment liée à sa fille disparue, cela signifiait qu'il allait devoir affronter un passé qu'il avait tout fait pour oublier. Dans le silence du couloir, Aurore serra son pendentif entre ses doigts, ignorant qu'il s'apprêtait à changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, le soleil projetait une lumière douce sur les vastes ponts du paquebot, illuminant les eaux bleues du Méditerranée. Les événements de la veille planaient encore sur Aurore comme un nuage sombre. Elle était restée éveillée toute la nuit, incapable de trouver le sommeil, ses pensées tourbillonnant entre l'humiliation publique qu'elle avait subie et la mystérieuse rencontre avec Jean-Luc. Elle s'était promis de venir à ce rendez-vous, bien que tout cela lui paraisse irréel. Qui était cet homme? Et pourquoi ce collier semblait-il si important pour lui? Jean-Luc, de son côté, était déjà assis dans l'un des salons privés du navire, une tasse de café noir devant lui. Ses traits, habituellement calmes et posés, étaient marqués par l'inquiétude. Il avait passé des heures à se rappeler chaque détail du jour où sa fille avait disparu. Ce pendentif, qu'il croyait à jamais perdu avec Noémie, venait de ressurgir d'une manière totalement inattendue. Lorsqu'Aurore arriva, elle semblait hésitante. Elle portait un simple chemisier blanc et un pantalon noir, loin de l'uniforme de serveuse qu'elle avait la veille. Elle s'arrêta un instant à l'entrée, regardant Jean-Luc, avant de rassembler son courage et de s'approcher. « Vous êtes venu », dit-il en se levant pour l'accueillir. « Merci. Je ne sais pas ce que je fais ici, » murmura-t-elle. « Mais si vous pensez que je peux vous aider... » Jean-Luc l'invita à s'asseoir. « Je vais être direct, mademoiselle Aurore. Ce collier, il appartenait à ma fille, Noémie. Elle a disparu il y a 20 ans. Depuis, je n'ai aucune nouvelle d'elle, aucun indice, rien. Jusqu'à maintenant, Aurore, déstabilisée, baissa les yeux vers le pendentif. Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, mais je ne sais pas comment ce collier a pu arriver jusqu'à moi. Tout ce que je sais, c'est ce que ma mère adoptive m'a dit. Elle m'a trouvée abandonnée près d'un village, avec ce collier autour du cou. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Abandonnée, où cela ? » C'était une petite ville côtière, près de Marseille. Je n'ai jamais connu mes vrais parents. Ma mère adoptive m'a toujours dit qu'elle m'avait trouvée, que j'étais un bébé sans nom, sans aucun papier. Ces mots frappèrent Jean-Luc comme un coup de poing. Marseille, sa famille avait une villa non loin de là. Était-ce une simple coïncidence ? Avez-vous des souvenirs, des photos, quelque chose qui pourrait m'en dire plus ? Demanda-t-il, sa voix empreinte d'une urgence qu'il peinait à dissimuler. Aurore hocha la tête. « J'ai quelques affaires qui appartenaient à ma mère adoptive. Peut-être que ça pourrait vous aider. » Jean-Luc se pencha légèrement en avant. « J'aimerais beaucoup voir cela. Peut-être que cela pourra nous donner des réponses. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un membre de l'équipage entra dans le salon, interrompant leur conversation. « Mademoiselle Aurore, » dit-il d'une voix crispée, « je dois vous demander de quitter immédiatement les zones réservées aux passagers. Vous n'êtes plus employée ici. » Aurore rougit de honte et baissa les yeux. « Je comprends. »« Attendez, » intervint Jean-Luc d'un ton autoritaire. « Cette jeune femme est mon invitée. Je prendrai la responsabilité de sa présence ici. » L'homme sembla hésiter, mais face à l'assurance de Jean-Luc, il finit par s'incliner légèrement avant de repartir. « Merci, » murmura Aurore, visiblement soulagée. « Ce n'est rien. Si vous êtes lié à ma fille, vous méritez que l'on vous écoute. » Malgré la sincérité dans ses paroles, Jean-Luc ne pouvait ignorer un doute persistant au fond de son esprit. Et si cette jeune femme n'était pas liée à Noémie, et si elle portait simplement le collier par pur hasard, mais le mystère méritait d'être éclairci, après leur discussion, Aurore retourna dans sa petite cabine pour chercher les objets qu'elle avait mentionnés. Lorsqu'elle revint, elle tenait une boîte en bois usée par le temps. « Voilà tout ce que j'ai », dit-elle en la posant sur la table. Jean-Luc ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il trouva des lettres jaunies, une photo délavée montrant une femme qu'il supposa être la mère adoptive d'Aurore, et un petit carnet. Il prit le carnet et l'ouvrit, découvrant des notes écrites à la main. Certaines pages mentionnaient la découverte d'un bébé près d'une plage isolée. Le mot « étoile » revenait plusieurs fois, accompagné d'une date, 20 juin 2003.
Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. C'était la période où Noémie a disparu, murmura-t-il. Il leva les yeux vers Aurore, qui le regardait avec une inquiétude sincère. « Aurore, je crois que vous pourriez être ma fille. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, comme une vérité à la fois libératrice et terrifiante. « Mais comment pouvez-vous en être sûre ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « Je ne peux pas encore l'affirmer, pas sans preuve, mais chaque détail, chaque indice nous rapproche. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le bruit des vagues contre la coque du navire. Jean-Luc savait qu'il était au bord d'une révélation, mais il restait encore tant de questions sans réponse. Alors qu'il rangeait les affaires dans la boîte, une idée germa dans son esprit. « Aurore, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité ?» Elle hocha la tête, déterminée. « Oui. » Le paquebot continuait sa traversée paisible à travers le bleu profond du Méditerranée, mais pour Aurore et Jean-Luc, le temps semblait suspendu. Après leur échange chargé d'émotions, ils savaient que leurs prochaines actions seraient déterminantes. Cependant, avant d'aller plus loin, chacun des deux devait affronter ses propres souvenirs et incertitudes. Dans sa petite cabine, Aurore s'assit sur le lit étroit, la boîte en bois posée à côté d'elle. Elle la rouvrit, laissant ses doigts effleurer les lettres et objets qui représentaient les rares vestiges de son passé. Elle revoyait sa mère adoptive, une femme douce mais discrète, qui lui avait toujours raconté la même histoire. « Je t'ai trouvé un matin, ma petite étoile, près de cette plage, comme si la mer t'avait déposé là pour moi. » Aurore se souvenait de ces mots avec tendresse, bien qu'ils aient toujours suscité un certain malaise. Pourquoi sa mère adoptive n'avait-elle jamais cherché à en savoir plus? Pourquoi avait-elle accepté si facilement que l'enfant qu'elle avait trouvé n'avait pas d'histoire? Pendant ce temps, Jean-Luc, dans sa cabine luxueuse, était plongé dans des souvenirs tout aussi douloureux. Les rires de Noémie résonnaient dans sa mémoire comme un écho lointain. Elle avait 6 ans lorsqu'elle avait disparu. Et il se rappelait chaque détail du jour fatidique. Ils étaient en vacances dans leur villa près de Marseille. Véronique, sa sœur cadette, avait proposé de surveiller Noémie pendant qu'il travaillait sur des affaires urgentes. Quand il était rentré ce soir-là, la petite fille n'était nulle part. Les recherches avaient duré des mois, puis des années, mais jamais il n'avait trouvé la moindre trace de Noémie. Jean-Luc serra les poings. Il n'avait jamais pardonné à Véronique sa négligence, bien qu'elle ait toujours soutenu qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition. Un léger coup frappé à la porte de sa cabine le tira de ses pensées. C'était Aurore. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle timidement. Jean-Luc lui fit signe d'entrer et l'invita à s'asseoir. « Je voulais vous parler de ma mère adoptive », commença-t-elle. « Elle était une bonne femme, mais elle n'aimait pas parler de l'endroit où elle m'avait trouvée. Je pense qu'elle avait peur que je cherche à en savoir plus. » Jean-Luc l'écouta attentivement. « Avez-vous jamais essayé d'enquêter par vous-même » demanda-t-il. « Une fois, oui, quand j'avais 18 ans. J'ai voulu en savoir plus. Mais les registres de l'orphelinat où j'ai grandi étaient incomplets, et les autorités locales n'avaient aucun document sur moi. » Jean-Luc fronça les sourcils. « C'est étrange. Aucun dossier, aucune trace, rien, confirma-t-elle. Comme si je n'avais jamais existé avant que ma mère adoptive me trouve. » Jean-Luc sentit un frisson parcourir son dos. « Nous devons creuser davantage. Vous avez mentionné une petite ville près de Marseille, c'est ça? » « Oui, elle s'appelait Cassis. » À l'évocation du nom, Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Cassis était à quelques kilomètres seulement de la villa où Noémie avait disparu. « C'est là que ma famille passait nos vacances, » murmura-t-il. Le regard d'Aurore s'agrandit de surprise. « Vous pensez vraiment qu'il pourrait y avoir un lien ? » « Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit-il avec gravité. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, une voix familière et tranchante interrompit leur moment. Véronique entra dans la pièce sans frapper, son expression froide trahissant une pointe d'agacement. « Jean-Luc, je viens de parler à la direction du navire. On m'a dit que tu t'impliquais dans une affaire avec une employée. » Son regard se posa sur Aurore, qu'elle scruta de haut en bas avec une expression de mépris à peine voilée. « Véronique, je n'ai pas besoin de ton avis sur mes décisions, » répliqua Jean-Luc sèchement. « Bien sûr, mais tu sais à quel point notre réputation est importante, » insista-t-elle. « Ce n'est pas vraiment le moment de te mêler des affaires des autres, surtout avec une inconnue. » Jean-Luc se leva, visiblement irrité. « Cette inconnue, comme tu dis, pourrait être ma fille. » Le silence tomba lourdement dans la pièce.
Véronique, visiblement déstabilisée, mit quelques secondes avant de répondre. « Ta fille ? Mais c'est absurde, Jean-Luc. Tu ne peux pas sérieusement croire à une telle coïncidence. Et pourquoi pas ? Tout dans cette histoire mène à des éléments que je ne peux pas ignorer. » Véronique croisa les bras, tentant de cacher son trouble. « Très bien. Fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que si tu te trompes, tu risques de ruiner tout ce que tu as construit. » Elle tourna les talons et quitta la cabine, laissant derrière elle une tension palpable. Aurore, qui était restée silencieuse pendant l'échange, prit une profonde inspiration. Elle n'a pas l'air de croire à cette histoire. Jean-Luc lui adressa un sourire amer. Véronique a toujours eu du mal à affronter les vérités inconfortables, mais au fond de lui, une autre pensée l'assaillait. Et si Véronique cachait quelque chose, pour la première fois depuis des années, Jean-Luc sentit une lueur d'espoir. Mais cet espoir s'accompagnait d'une certitude inquiétante. Découvrir la vérité sur Aurore et Noémie ne serait pas sans conséquences. Le paquebot, véritable joyau flottant, poursuivait sa traversée, ses passagers absorbés dans un tourbillon d'activités luxueuses. Mais dans les coulisses de cette élégance, une tension grandissante prenait forme. Entre mystères enfouis et vérités prêtes à éclater, dans la cabine de Jean-Luc, le silence régnait. Après le départ abrupt de Véronique, Aurore était restée immobile, ses pensées embrouillées par les révélations des dernières heures, l'idée qu'elle puisse être liée à cet homme puissant et à une fille disparue depuis 20 ans semblait à la fois improbable et terrifiante. « Vous êtes sûr qu'il s'agit de moi ?» demanda-t-elle doucement, brisant finalement le silence. Jean-Luc, assis face à elle, observa son visage attentivement. Chaque trait, chaque nuance de ses expressions lui rappelait Noémie. « Non, je ne suis pas sûr, » répondit-il honnêtement. « Mais il y a trop de coïncidences pour que j'ignore cela. Ce collier, votre passé, nous devons savoir. » Il marqua une pause, réfléchissant à la suite. « Je vais engager quelqu'un pour enquêter sur Cassis, » reprit-il. « Avec des experts, nous trouverons des réponses. » Aurore hocha la tête, reconnaissante de ne pas être laissée seule face à cette énigme. « Et en attendant, que suis-je censée faire ?» murmura-t-elle. Jean-Luc posa son regard sur elle, une lueur de détermination dans les yeux. « En attendant, restez à mes côtés. Nous devons également découvrir qui vous a accusé de vol et pourquoi. » Cette dernière remarque fit naître une étincelle de méfiance chez Aurore. « Vous croyez que tout cela est lié ? Le vol, le collier, votre fille ?» Jean-Luc hésita, mais son instinct lui disait que les événements n'étaient pas anodins. « J'ai appris à ne jamais croire au hasard, Aurore. Ce genre de coïncidence cache souvent des vérités bien plus sombres. » Dans l'ombre de la vérité, pendant que Jean-Luc et Aurore faisaient des plans, Véronique, de son côté, s'isolait dans sa propre cabine. Elle tenait un verre de vin rouge, fixant un point invisible sur la baie vitrée. Ses pensées tourbillonnaient. Elle se souvenait du jour où Noémie avait disparu. Elle se souvenait de la panique, des cris et surtout de la colère de Jean-Luc. Depuis ce jour, son frère n'avait jamais cessé de la regarder avec suspicion, bien qu'elle ait clamé son innocence. Mais la réapparition de ce collier changeait tout. Si Aurore était effectivement Noémie, cela signifiait que les secrets qu'elle avait enterrés depuis 2 décennies risquaient de ressurgir. Véronique se redressa soudainement. Elle devait agir. Et vite, une accusation montée de toutes pièces plus tard dans la journée, Jean-Luc et Aurore décidèrent de se rendre dans les zones réservées au personnel pour enquêter sur les circonstances de l'accusation. À leur arrivée, ils furent accueillis par des regards méfiants. Les rumeurs circulèrent déjà, et beaucoup voyaient Aurore comme une criminelle. Jean-Luc, d'un ton autoritaire, demanda à parler au superviseur qui avait conduit Aurore hors de la salle la veille. « Monsieur, » commença-t-il, « je veux comprendre pourquoi cette jeune femme a été accusée sans preuve concrète. » Le superviseur, visiblement mal à l'aise face à l'aura intimidante de Jean-Luc, tenta de se justifier. « Monsieur Duret, nous avons trouvé le bracelet volé dans les affaires de mademoiselle Aurore. Cela semblait être une preuve suffisante. Et comment expliquez-vous qu'elle n'a eu aucune occasion de se défendre ?» répliqua Jean-Luc. Le superviseur hésita. « Nous avons suivi la procédure habituelle, Aurore, jusque-là silencieuse. » Se redressa. « Vous savez très bien que je n'ai rien volé, » dit-elle fermement. « Ce bracelet a été placé dans mes affaires. » Jean-Luc croisa les bras, son regard perçant. « Quelqu'un aurait-il pu accéder à ses effets personnels avant que vous ne fassiez votre découverte ?» Le superviseur balbutia, clairement pris au dépourvu. « Eh bien,
Oui, techniquement, le personnel de ménage a accès aux cabines. Jean-Luc sourit froidement. Alors, il serait sage d'interroger tout le monde avant de condamner quelqu'un, n'est-ce pas? Le superviseur, rouge de confusion, acquiesça rapidement. Des alliés inattendus après l'entretien, Jean-Luc et Aurore quittèrent les quartiers du personnel. Sur le chemin, ils croisèrent un jeune homme en uniforme, l'air nerveux. En les voyant, il s'approcha timidement. « Excusez-moi, mademoiselle. Monsieur, je pense que je peux vous aider. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Ah, et qui êtes-vous ? Je m'appelle Julien. Je travaille ici depuis 1 an, hier soir. J'ai vu quelque chose d'étrange. » Aurore sentit son cœur s'accélérer. « Qu'avez-vous vu ?» demanda-t-elle. Julien jeta un regard autour de lui avant de murmurer. « J'ai vu une femme entrer dans votre cabine juste avant que le bracelet ne soit trouvé. » Jean-Luc échangea un regard avec Aurore. Qui était cette femme? Julien hésita, visiblement inquiet. « Je ne connais pas son nom, mais je l'ai vue parler avec une autre serveuse plus tard. Elle avait l'air nerveuse. » Jean-Luc posa une main rassurante sur l'épaule de Julien. « Merci pour votre honnêteté. Ne vous inquiétez pas. Nous ne révélerons pas votre nom. » Un plan en mouvement de retour dans leur cabine. Jean-Luc et Aurore réfléchissaient à ce qu'ils venaient d'apprendre. Si quelqu'un a voulu vous faire porter le chapeau, c'est probablement lié à quelque chose de plus grand, conclut Jean-Luc. Aurore acquiesça. Mais qui aurait intérêt à faire cela? Jean-Luc inspira profondément. Ce n'est pas encore clair. Mais si cette histoire est liée à Noémie, alors il y a des personnes qui feraient tout pour cacher la vérité. Un frisson parcourut Aurore. Elle se rendait compte que ce qu'elle pensait être une simple accusation injuste était peut-être une pièce d'un puzzle bien plus complexe. Les premières lueurs de l'aube éclairaient les vastes ponts du paquebot. Le vent marin portait avec lui une fraîcheur apaisante. Mais pour Aurore et Jean-Luc, la sérénité était hors de portée. Les révélations de Julien avaient confirmé ce que Jean-Luc soupçonnait déjà. L'accusation de vol contre Aurore n'était pas un simple malentendu, mais une manigance soigneusement orchestrée. Jean-Luc avait passé une partie de la nuit à réfléchir à la meilleure manière de poursuivre cette enquête. Il avait contacté un détective privé qu'il connaissait bien, basé à Marseille, et l'avait chargé de creuser dans les archives locales pour trouver des informations sur l'apparition d'un bébé abandonné à Cassis. 20 ans plus tôt, pendant ce temps, il se concentrait sur ce qui se passait à bord. Aurore, quant à elle, se sentait partagée entre la confusion et une colère sourde. L'idée que quelqu'un ait intentionnellement saboté sa vie en plantant ce bracelet dans ses affaires l'emplissait d'un sentiment d'injustice. Elle avait décidé de ne plus rester en retrait, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans l'un des salons du navire. Jean-Luc observait les visages autour de lui. Le luxe et les sourires de façade des passagers dissimulaient des intentions parfois bien moins nobles. « Nous devons retrouver cette femme dont Julien a parlé », dit Aurore à voix basse, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse. Jean-Luc hocha la tête, réfléchissant à la meilleure manière de procéder. Julien a dit qu'il l'avait vue parler avec une autre serveuse. Si nous trouvons cette personne, nous pourrons peut-être remonter jusqu'à elle. Aurore regarda autour d'elle, ses yeux cherchant instinctivement des visages familiers parmi les membres du personnel. « Je vais commencer à poser des questions discrètement. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose, » répondit-elle. Jean-Luc la fixa, une lueur d'admiration dans le regard. Malgré les épreuves, Aurore faisait preuve d'une détermination qu'il trouvait remarquable. Ils se séparèrent peu après. Aurore retourna dans les quartiers réservés au personnel, où elle retrouva certains de ses anciens collègues. Les regards qu'ils lui lancèrent étaient variés, certains pleins de méfiance, d'autres empreints de curiosité. Elle approcha une serveuse qu'elle connaissait bien, une jeune femme prénommée Sophie. « Sophie, est-ce que je peux te parler 1 minute ?» demanda-t-elle doucement. Sophie sembla hésiter, jetant un coup d'œil autour d'elle avant de répondre. « D'accord, mais pas ici. » Elles se dirigèrent vers une petite pièce où le personnel prenait ses pauses. Une fois la porte fermée, Aurore se tourna vers elle. « Écoute, je sais que tu as entendu parler de ce qui m'est arrivé. On m'a accusée de vol, mais je n'ai rien fait. Quelqu'un a planté ce bracelet dans mes affaires. Et je pense que tu pourrais m'aider à comprendre qui. » Sophie hésita, ses doigts jouant avec l'ourlet de son tablier. « Aurore, je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas te mettre en danger, » répondit Aurore avec insistance. « Mais si tu sais quelque chose, je dois le savoir. » Après un long silence, Sophie finit par soupirer. « Il y a eu des rumeurs, » dit-elle finalement. « Une femme, une passagère. »
aurait demandé à quelqu'un du personnel de placer quelque chose dans ta cabine. Mais je ne sais pas qui c'était. Le cœur d'Aurore s'accéléra. Tu as vu cette passagère? Sophie hocha la tête. Une femme blonde, élégante. Elle portait une robe verte le soir de l'incident. Aurore se figea. Cette description correspondait à une des invitées qu'elle avait servies ce soir-là. Merci. Sophie, c'est déjà beaucoup, dit-elle avant de quitter la pièce, de retour dans la cabine de Jean-Luc. Elle lui rapporta ce qu'elle avait appris. Il écouta attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'elle parlait. Une femme blonde en robe verte, répéta-t-il pensivement. Cela pourrait correspondre à Véronique. Aurore le regarda surprise. Vous pensez que votre sœur pourrait être impliquée? Jean-Luc pinça les lèvres, visiblement tiraillé. Véronique a toujours été protectrice, parfois de manière excessive. Elle pourrait être capable de manipulation, mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Aurore sentit une pointe de doute dans sa voix, mais elle n'insista pas. Plus tard dans la journée, Jean-Luc invita Véronique à le rejoindre pour une discussion en tête-à-tête. Il choisit de ne pas mentionner les soupçons d'Aurore immédiatement, préférant tester ses réactions. « Véronique, dit-il calmement lorsqu'elle arriva, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose. » Elle s'assit face à lui, croisant les jambes avec élégance. « Bien sûr, que se passe-t-il? J'ai découvert que l'accusation contre Aurore pourrait être liée à une manipulation. Quelqu'un a planté ce bracelet dans ses affaires. » Véronique fronça les sourcils, affichant une expression de surprise parfaitement maîtrisée. « C'est sérieux, répondit-elle. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? C'est ce que je compte découvrir. Tu n'aurais pas remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir-là? » Elle sembla réfléchir un instant avant de secouer la tête. « Non, rien qui me vienne à l'esprit, mais si je peux t'aider d'une quelconque manière, dis-le-moi. » Jean-Luc la remercia, mais un doute persistait. Véronique était douée pour dissimuler ses véritables intentions, et son comportement, bien que irréprochable en surface, éveillait ses soupçons. Plus tard, il retrouva Aurore, son esprit bouillonnant de pensées contradictoires. « Nous devons avancer avec prudence, » dit-il. « Si Véronique est impliquée, elle ne se trahira pas facilement. » Aurore acquiesça, ressentant pour la première fois le poids de ce qu'ils affrontaient. Chaque réponse qu'ils trouvaient semblait soulever de nouvelles questions. Et le mystère s'épaississait encore davantage. Le soleil déclinait sur le paquebot, projetant des reflets dorés sur les eaux calmes de la Méditerranée. Dans ce cadre idyllique, le mystère entourant Aurore et l'implication potentielle de Véronique continuaient de s'épaissir. Jean-Luc, assis sur un fauteuil près de la baie vitrée de sa cabine, feuilletait nerveusement le carnet trouvé dans la boîte d'Aurore. Les mots inscrits sur les pages semblaient être autant d'indices, mais aussi de pièges potentiels. La date du 20 juin 2003, associée au mot « étoile », revenait encore et encore. Il repensait à cette journée où sa vie avait basculé. Noémie avait disparu, et depuis, chaque anniversaire de cette date était une plaie rouverte. Mais maintenant, un nouvel espoir se profilait à l'horizon. Aussi fragile soit-il, Aurore entra dans la pièce. Son expression toujours marquée par une détermination farouche, depuis qu'elle avait appris que Véronique pourrait être liée à son accusation de vol, elle n'avait cessé de chercher des preuves supplémentaires. « Je crois que nous devons parler à cette femme blonde, celle qui portait la robe verte ce soir-là, » dit-elle, sans préambule. Jean-Luc ferma le carnet et posa son regard sur elle. « Si cette description correspond à Véronique, je ne peux pas l'accuser directement sans plus de preuves. Elle est ma sœur, mais je commence à penser qu'elle a des choses à cacher. » Aurore croisa les bras, frustrée. « Et si elle essaie de couvrir quelque chose de plus grand, peut-être que mon accusation n'était qu'une diversion ?» Jean-Luc réfléchit un moment avant de répondre. « Si c'est vrai, cela signifie qu'il y a d'autres personnes impliquées. Je vais continuer de chercher des réponses, mais nous devons rester prudents. Véronique est intelligente. Si elle est coupable, elle ne se trahira pas facilement. » Aurore acquiesça, bien qu'elle bouillonnât d'impatience. Plus tard, alors qu'elle retournait dans les quartiers réservés au personnel, Aurore remarqua une agitation inhabituelle. 2 membres de l'équipage semblaient en pleine conversation animée près d'une porte de service. Elle ralentit son pas pour ne pas attirer l'attention et tendit l'oreille. « Ils commencent à poser trop de questions, » dit l'un d'eux, un homme trapu avec une barbe grisonnante. « On doit s'assurer qu'elle garde le silence, » répondit l'autre, un jeune homme nerveux.
Aurore sentit son cœur s'emballer. Il parlait forcément d'elle. Elle recula discrètement, mais son pied heurta une boîte métallique, produisant un bruit sourd. Les deux hommes se tournèrent de brusquement, leur regard méfiant se posant sur elle. « Tu fais quoi ici ?» lança l'homme barbu d'un ton agressif. « Je cherchais la sortie, » balbutia-t-elle, tentant de garder son calme. Le jeune homme la fixa avec insistance avant de murmurer quelque chose à son collègue. L'homme barbu esquissa un sourire menaçant. « Tu ferais mieux de ne pas traîner ici. Ce n'est pas un endroit pour les curieuses. » Aurore hocha rapidement la tête et s'éloigna, son esprit en ébullition. Ce qu'elle venait d'entendre confirmait ses soupçons. Il se passait quelque chose de louche à bord, et son accusation de vol n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. De retour dans la cabine de Jean-Luc, elle lui rapporta l'incident. Le souffle encore court. « Il parle de garder le silence », dit-elle. « Il savait que je les écoutais. » Jean-Luc se redressa, alarmé. « C'est bien plus grave que je ne le pensais. Si ces hommes sont impliqués dans quelque chose d'illégal, votre accusation pourrait être une tentative de vous discréditer. » Il se leva et commença à faire les 100 pas, réfléchissant à voix haute. « Nous devons savoir ce qui se passe réellement à bord. Si une opération illégale est en cours, il est possible que Véronique ait utilisé cela à son avantage, ou qu'elle en fasse partie. » Aurore, malgré sa peur croissante, serra les poings. « Je veux aider. Je ne vais pas rester là à attendre que tout s'effondre autour de moi. » Jean-Luc la regarda avec une admiration silencieuse. « Très bien, » dit-il finalement, « mais promettez-moi que vous serez prudente. » Le lendemain, Aurore et Jean-Luc mirent en place un plan pour en savoir plus. Aurore, avec l'aide de quelques alliés parmi le personnel, se mit à surveiller discrètement les allées et venues dans les zones de service. Pendant ce temps, Jean-Luc usa de son influence pour obtenir une liste des passagers ayant accès aux zones VIP, espérant ainsi trouver des noms ou des indices qui pourraient relier Véronique à l'accusation de vol. Leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits lorsque l'un des collègues d'Aurore lui confia avoir vu les deux hommes suspects transporter des caisses marquées « fragiles » dans une zone réservée habituellement inaccessible. Jean-Luc, quant à lui, découvrit que Véronique avait passé plusieurs appels téléphoniques ce matin-là, tous à un numéro inconnu. Lorsqu'il tenta de l'interroger à ce sujet, elle balaya ses questions avec désinvolture. « Tu te fais des idées, Jean-Luc », répondit-elle avec un sourire froid. « Pourquoi serais-je impliquée dans une quelconque affaire louche ?» Mais son sourire semblait forcé, et son regard fuyant trahissait une tension sous-jacente. Alors que la journée touchait à sa fin, Jean-Luc et Aurore se retrouvèrent dans leur cabine pour faire le point. « Tout semble indiquer que Véronique est impliquée, » dit Jean-Luc, « mais je veux une preuve solide avant de l'accuser. » « Et ces caisses ?» demanda Aurore. « Si nous pouvons prouver qu'elles contiennent quelque chose d'illégal ?» Cela pourrait tout expliquer. Jean-Luc hocha la tête. « Nous devons trouver un moyen d'y accéder, mais ce sera risqué. » Le regard d'Aurore s'assombrit, mais elle répondit avec détermination. « Peu importe le danger, je veux savoir la vérité. » Alors qu'ils préparaient leur prochaine étape, une certitude s'installait en eux. Ils étaient sur le point de dévoiler un secret bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. La mer était d'un bleu profond, s'étendant à perte de vue sous le ciel clair. Pourtant, à bord du paquebot, une atmosphère de tension s'était installée pour Jean-Luc et Aurore. Les découvertes récentes avaient confirmé qu'un réseau plus vaste se cachait derrière les événements qui les liaient. Maintenant, ils devaient agir avec prudence pour éviter de devenir eux-mêmes des cibles. Aurore passa la matinée à observer discrètement les allées et venues dans les zones de service. Elle avait remarqué que les deux hommes qu'elle avait surpris en pleine conversation étaient particulièrement actifs. Se déplaçant souvent vers une zone restreinte située près des cales, cette partie du navire, habituellement réservée au stockage, semblait abriter des activités inhabituelles. Elle en fit part à Jean-Luc lorsqu'ils se retrouvèrent dans un coin isolé du pont supérieur, à l'abri des regards. « Ils transportent quelque chose dans les cales », dit-elle à voix basse. « Des caisses, peut-être celles dont on m'a parlé ?» Jean-Luc hocha la tête, son expression grave. « Nous devons savoir ce qu'elles contiennent. Si nous pouvons prouver qu'il s'agit de quelque chose d'illégal, cela pourrait expliquer pourquoi ils ont tenté de vous incriminer. » Aurore le regarda, l'air inquiet. « Mais comment pouvons-nous y accéder sans être vus ?» Jean-Luc réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai remarqué que la sécurité est plus laxiste pendant les dîners des passagers VIP. Nous pourrions profiter de ce moment pour jeter un œil. »
Aurore sentit un mélange d'appréhension et de détermination. « Très bien, je suis prête à essayer. » La nuit tomba rapidement, et l'heure du dîner VIP approchait. Jean-Luc et Aurore élaborèrent un plan simple mais risqué, pendant que la plupart des membres de l'équipage et de la sécurité seraient occupés à s'assurer que tout se déroulait parfaitement pour les invités. Ils s'introduiraient dans les cales pour examiner le contenu des caisses. Lorsque le moment arriva, Aurore ressentit une montée d'adrénaline, alors qu'il se faufilait discrètement dans les couloirs réservés au personnel. Jean-Luc, habitué à donner des ordres avec assurance, savait comment détourner l'attention en cas de besoin. Ils atteignirent finalement la zone des cales. L'air y était plus lourd, et les murs métalliques semblaient étouffer tout son extérieur. Aurore ouvrit lentement la porte d'un petit entrepôt, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, des piles de caisses étaient alignées, marquées de mots tels que « fragile » et « confidentiel ». Jean-Luc alluma une petite lampe de poche qu'il avait apportée et s'approcha des caisses. « Aide-moi à ouvrir celle-ci », murmura-t-il. Aurore chercha un pied de biche posé dans un coin et le tendit à Jean-Luc, qui fit levier sur le couvercle d'une des caisses. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les laissa sans voix. Des bijoux, des montres de luxe et même des lingots d'or soigneusement emballés. « C'est un trafic de contrebande », souffla Jean-Luc. « Ces objets valent une fortune. » Aurore regarda les caisses, un mélange de colère et d'effroi se dessinant sur son visage. « Ils m'ont accusé pour couvrir tout ça. Ils voulaient détourner l'attention. » Jean-Luc hocha la tête, mais son attention fut attirée par un autre détail. Sur l'une des caisses, un nom était inscrit « V. Duret ». Il sentit une vague de froid parcourir son corps. « Véronique », murmura-t-il. Aurore s'approcha, perplexe. « Vous pensez qu'elle est impliquée ?» Jean-Luc ferma les yeux un instant, essayant de contenir sa frustration. Cela commence à devenir évident. Si son nom est sur ces caisses, elle doit être liée à cette opération, avant qu'ils ne puissent approfondir leur exploration. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Aurore éteignit rapidement la lampe de poche, et ils se cachèrent derrière une pile de caisses. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer les deux hommes qu'Aurore avait surpris auparavant. « Dépêche-toi », murmura l'un d'eux. « On doit déplacer ces caisses avant que quelqu'un ne commence à poser trop de questions. » Aurore et Jean-Luc échangèrent un regard silencieux. Ils restèrent immobiles, retenant leur souffle, tandis que les hommes s'affairaient à charger plusieurs caisses sur un chariot. Une fois les hommes partis, Jean-Luc et Aurore sortirent lentement de leur cachette. « Nous avons ce qu'il nous faut », chuchota Jean-Luc. « Nous devons partir maintenant. » Ils quittèrent les cales avec précaution. S'assurant de ne pas être repérés, une fois en sécurité dans la cabine de Jean-Luc, ils examinèrent les photos que ce dernier avait prises des caisses et de leur contenu. « Avec ça, nous pouvons prouver qu'il y a un trafic en cours », dit Aurore. « Mais comment prouver que Véronique est impliquée ?» Jean-Luc réfléchit un moment. « Elle devra répondre à mes questions. Si elle essaie de nier, je confronterai les preuves directement. » Mais une part de lui espérait encore que tout cela ne soit qu'un malentendu. Véronique était sa sœur, et malgré leurs différends, il peinait à accepter l'idée qu'elle puisse être impliquée dans un réseau criminel. La nuit était bien avancée, lorsqu'Aurore se retira dans sa cabine, épuisée mais résolue. Elle savait que le lendemain serait crucial. De son côté, Jean-Luc ne pouvait trouver le sommeil. Il regardait les photos sur son téléphone, son esprit tourmenté par une question. Si Véronique avait été capable de gérer un réseau de contrebande, qu'était-elle encore capable de faire pour protéger ses intérêts, alors que le silence régnait dans le navire? Une ombre se profilait sur leur quête de vérité. L'aube apportait une lumière douce sur le paquebot, mais à l'intérieur de la cabine de Jean-Luc, l'atmosphère restait tendue. Les découvertes de la veille pesaient lourdement sur ses épaules. Le lien potentiel entre Véronique et les caisses de contrebande ne pouvait être ignoré. Pourtant, Jean-Luc hésitait encore à confronter sa sœur directement, espérant secrètement qu'il se trompait. Aurore, de son côté, se sentait de plus en plus déterminée. Elle avait passé la nuit à analyser les preuves qu'ils avaient collectées, ses pensées tournant autour de la même question. Pourquoi Véronique aurait-elle voulu la faire accuser de vol? Était-ce une tentative désespérée pour cacher quelque chose de plus grand? Lorsqu'ils se retrouvèrent dans le salon privé de Jean-Luc pour discuter des prochaines étapes, elle lança la conversation sans détour. « Nous devons lui parler, dit-elle. Si elle est impliquée, elle doit répondre de ses actes. » Jean-Luc, assis dans un fauteuil, croisa les bras et fixa Aurore avec gravité.
Véronique n'avouera rien facilement si elle est vraiment liée à tout cela. Elle cherchera à se défendre en détournant l'attention. « Alors, comment allons-nous lui faire dire la vérité ?» demanda Aurore, frustrée. Jean-Luc réfléchit un moment, puis se redressa. La clé pourrait se trouver dans son passé. Véronique a toujours été ambitieuse, parfois même manipulatrice. Je vais faire appel à mon détective à Marseille pour qu'il enquête également sur ses finances. Si elle est impliquée, il y aura des traces. Aurore hocha la tête, bien qu'elle soit impatiente de passer à l'action. Plus tard dans la journée, Jean-Luc confronta Véronique lors d'un déjeuner dans l'un des restaurants du paquebot. Il avait choisi un lieu public pour éviter qu'elle ne puisse facilement s'éclipser ou réagir de manière excessive. « Véronique ?» dit-il en posant son verre sur la table. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elle leva les yeux de son assiette, affichant un sourire froid. « Encore cette histoire d'Aurore, Jean-Luc. Tu devrais vraiment laisser tomber. Cette fille cherche simplement à profiter de toi. » Il ignora son commentaire et poursuivit. Le ton plus dur. « Hier soir, j'ai découvert des caisses dans les cales. Des caisses remplies de biens de contrebande. Ton nom était inscrit sur l'une d'elles. » Véronique marqua une pause, puis éclata de rire. « Tu es sérieux, Jean-Luc? C'est absurde. Tu crois vraiment que je serais impliquée dans un trafic illégal? Et tout indique que tu l'es, répliqua-t-il calmement. Et je veux savoir pourquoi. Son sourire se figea légèrement, bien qu'elle s'efforçât de maintenir son sang-froid. Si tu penses que tu peux m'accuser sans preuve solide, vas-y, mais je te conseille de réfléchir à ce que cela pourrait te coûter. Jean-Luc serra les dents, frustré par son attitude. Je ne cherche pas à te détruire, Véronique. Je veux seulement la vérité. Elle se pencha légèrement en avant, son regard perçant. Et si la vérité n'est pas celle que tu veux entendre? Avant qu'il ne puisse répondre, elle se leva et quitta la table. Laissant Jean-Luc seul avec ses pensées, de retour dans sa cabine, il trouva Aurore en train de regarder les photos qu'ils avaient reprises. Elle leva les yeux vers lui, espérant une avancée. « Alors ?» demanda-t-elle. « Elle nie tout, » répondit-il, visiblement tendu. « Mais elle cache quelque chose, j'en suis certain. » Aurore poussa un soupir. « Nous devons aller plus loin. Si elle ne parle pas, nous devrons trouver une autre manière de prouver son implication. » Ils décidèrent de retourner dans les cales cette nuit-là pour collecter davantage de preuves. Le risque était énorme, mais ils n'avaient pas d'autre choix. La nuit venue, ils se faufilèrent à nouveau dans les zones de stockage. Cette fois, ils découvrirent un carnet dissimulé dans l'une des caisses. Jean-Luc l'ouvrit et parcourut les pages, où des transactions étaient soigneusement notées. Les noms de plusieurs passagers y figuraient, mais ce qui attira particulièrement son attention fut une série d'initiales. « VD, cela ne peut être qu'elle », murmura-t-il. Alors qu'ils continuaient leurs recherches, des bruits de pas résonnèrent à nouveau. Cette fois, ils n'eurent pas le temps de se cacher. Les deux hommes qu'ils avaient croisés auparavant apparurent à l'entrée, l'air menaçant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» gronda l'un d'eux. Jean-Luc se redressa, tentant de garder son calme. « Nous savons ce qui se passe. Vous feriez mieux de tout arrêter maintenant. » L'homme barbu éclata de rire. « Vous croyez vraiment que vous avez le pouvoir de nous arrêter ?» Avant qu'il ne puisse réagir, Aurore fit un pas en avant, brandissant son téléphone. « Tout ce que vous avez dit et fait est enregistré, » déclara-t-elle fermement. « Si vous ne voulez pas que cela tombe entre les mains des autorités, je vous conseille de reculer. » Les hommes échangèrent un regard, visiblement pris de court. « Vous faites une grosse erreur, » grogna le plus jeune, avant de s'éloigner à contre-cœur. Une fois seul, Jean-Luc posa une main sur l'épaule d'Aurore. « Bien joué, mais ils ne reculeront pas facilement, en remontant vers leur cabine. » Ils savaient que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Cette nuit-là, alors qu'Aurore tentait de trouver le sommeil, une pensée la tourmentait. Si Véronique était capable de manipulations aussi complexes, qu'était-elle encore prête à faire pour protéger ses secrets? Le soleil était encore bas à l'horizon, projetant une lumière dorée sur les ponts du paquebot, mais l'atmosphère entre Aurore et Jean-Luc était loin d'être paisible. Après les événements de la veille, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse. La découverte des caisses et le carnet de transactions avaient mis en évidence le rôle probable de Véronique, mais cela signifiait aussi qu'ils s'étaient attiré l'attention de ceux qui dirigèrent le trafic, eux. Dans la matinée, Jean-Luc avait envoyé des copies des photos et des notes à son détective privé à Marseille, lui demandant d'approfondir l'enquête. Mais le sentiment d'urgence grandissait. Aurore se sentait constamment épiée, comme si des regards pesaient sur elle à chaque coin du navire.
alors qu'elle traversait un couloir près des zones réservées au personnel. Elle remarqua une ombre se mouvant rapidement derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Serrant les poings pour contenir sa peur, elle se précipita vers la cabine de Jean-Luc. Quand elle arriva, il était assis à son bureau, examinant une série de documents que le détective venait d'envoyer. « Jean-Luc », murmura-t-elle en refermant la porte derrière elle. « Je crois que quelqu'un me suit. » Il leva les yeux vers elle, son expression se durcissant. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, depuis ce matin, je ressens cette présence, et je pense que ce ne sont pas des hallucinations. » Jean-Luc hocha la tête, visiblement préoccupé. « Si c'est le cas, ils essaient probablement de nous intimider. Mais cela signifie aussi que nous sommes sur la bonne piste. » Il fit glisser un dossier vers elle. « Regarde ça. Mon détective a découvert des informations sur Véronique. Elle a récemment fait des transactions importantes sur un compte offshore. Cela correspond aux dates des transactions notées dans le carnet que nous avons trouvé. » Aurore parcourut les documents, son cœur s'accélérant à chaque détail. « Alors, elle est vraiment impliquée, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit Jean-Luc avec une certaine amertume. « Et il y a plus. Certaines de ces transactions remontent à 20 ans. » Autour de la période où Noémie a disparu, Aurore sentit un frisson parcourir son dos. « Tu crois que c'est lié ?» Jean-Luc resta silencieux un moment, ses pensées tourbillonnant. « Je ne peux pas encore l'affirmer, mais ça semble trop coïncident pour être ignoré. » Leur conversation fut interrompue par un bruit sourd à l'extérieur de la cabine. Jean-Luc se leva immédiatement, ouvrant la porte pour trouver un membre de l'équipage qui passait avec un chariot. « Tout va bien, monsieur Duret ?» demanda l'homme avec un sourire poli. Jean-Luc acquiesça, bien que son instinct lui soufflât de rester vigilant. Plus tard dans l'après-midi, Aurore et Jean-Luc décidèrent d'assister à une conférence prévue pour les passagers VIP. Espérant que Véronique y serait, ils voulaient observer ses interactions et, si possible, trouver une opportunité pour la confronter. La salle était somptueuse, ornée de dorures et de lustres en cristal. Les invités, élégamment vêtus, échangeaient des sourires mondains et des poignées de main. Jean-Luc repéra Véronique au bout de la pièce, en pleine conversation avec un homme d'affaires bien connu. « La voilà », murmura-t-il à Aurore. Ils s'installèrent à une table discrète. Observant de loin, Véronique semblait détendue, mais Jean-Luc connaissait trop bien sa sœur pour être dupe. Ses gestes calculés et son sourire contrôlé révélaient qu'elle jouait un rôle. Alors qu'ils continuaient à l'observer, une serveuse approcha leur table avec un plateau de boissons. « Champagne ?» proposa-t-elle. Jean-Luc refusa poliment, mais Aurore accepta un verre, espérant passer inaperçue. Cependant, lorsque la serveuse s'éloigna, Aurore remarqua une note glissée sous son verre. Elle la saisit discrètement et la lut. Les mots écrits à la main lui firent l'effet d'un coup de poignard. « Arrêtez maintenant, ou vous regretterez de vous être mêlé de cette histoire. » Aurore sentit sa gorge se nouer. Elle montra le billet à Jean-Luc, qui serra les mâchoires en le lisant. « Ils essaient de nous faire peur, » dit-il. « Mais cela signifie qu'ils savent exactement ce que nous faisons. » Aurore tenta de cacher sa peur derrière une façade calme. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Jean-Luc réfléchit un instant, puis répondit « Nous continuons. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. » Leur détermination était ferme. Mais ils savaient qu'ils marchaient sur un terrain de plus en plus dangereux. Ce soir-là, alors qu'Aurore retournait seule dans sa cabine, elle sentit à nouveau cette présence derrière elle. Cette fois, elle ne se retourna pas immédiatement. Elle accéléra le pas, espérant atteindre sa porte avant d'être rattrapée. Mais juste avant d'atteindre sa cabine, une main se posa brusquement sur son épaule. Elle se retourna, le souffle court, pour découvrir un homme grand et menaçant qui la fixait avec un sourire sinistre. « Tu es trop curieuse », dit-il d'une voix basse et glaciale. Aurore tenta de reculer, mais il la saisit par le bras. « Écoute bien, » continua-t-il. « Si tu veux rester en vie, tu ferais mieux de quitter ce navire au prochain port. » Aurore sentit une vague de panique l'envahir, mais elle se força à garder son sang-froid. « Et si je ne le fais pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme esquissa un sourire. « Alors, tu découvriras ce que ça coûte de jouer avec des gens comme nous. » Il la lâcha brusquement et disparut dans le couloir avant qu'elle ne puisse réagir. Secouée, Aurore courut jusqu'à la cabine de Jean-Luc, où elle lui raconta tout. « Ils deviennent de plus en plus audacieux, » dit-il en serrant les poings. « Nous devons agir vite avant qu'ils ne fassent quelque chose de plus grave. »
Alors que la nuit avançait, Jean-Luc et Aurore comprirent qu'ils n'avaient de plus le luxe de la prudence. Le moment de dévoiler la vérité approchait. Mais ils savaient qu'ils mettaient leur propre sécurité en jeu. La nuit était tombée sur le paquebot, et les reflets de la lune dansaient sur les vagues sombres. Mais à l'intérieur, une tempête bien plus menaçante se préparait. Aurore et Jean-Luc, après les menaces explicites reçues plus tôt, savaient qu'ils devaient agir rapidement. Chaque instant passé à bord du navire augmentait le danger. Aurore, bien que secouée par sa rencontre avec l'homme menaçant, refusait de céder à la peur. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout, non seulement pour laver son nom, mais aussi pour comprendre son lien possible avec Jean-Luc et sa fille disparue, assis face à elle dans sa cabine. Jean-Luc étudiait le carnet trouvé dans les cales. Les transactions y étaient détaillées avec une précision presque méticuleuse. Ces dates, dit-il en montrant une série d'entrées, correspondent à des périodes où Véronique a prétendu être en voyage d'affaires. Aurore hocha la tête. Cela confirme ce que nous craignions. Elle est profondément impliquée. Jean-Luc ferma le carnet avec une expression grave. Mais pour prouver son implication, nous devons la confronter avec ses preuves directement. Et si elle nie tout, demanda Aurore, alors nous devrons exposer ces informations publiquement. Cela fera pression sur elle. Leur discussion fut interrompue par un message glissé sous la porte. Jean-Luc se leva pour le récupérer, et lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une invitation manuscrite. « Jean-Luc, rejoins-moi ce soir dans le salon privé. Nous devons parler, Véronique. » Aurore, qui avait lu par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle sait que nous avons trouvé le carnet ?»« Probablement, » répondit Jean-Luc. « Mais si elle m'invite à parler, cela signifie qu'elle cherche soit à me manipuler, soit à me tester. Vous allez y aller. » Jean-Luc hocha la tête, le regard déterminé. « Oui, mais je vais être prudent. Plus tard dans la soirée. » Jean-Luc se rendit dans le salon privé mentionné dans l'invitation. La pièce, élégamment décorée de meubles en bois sombre et de tentures de velours, était déserte à son arrivée. Véronique arriva quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe noire qui semblait refléter sa personnalité calculatrice. « Jean-Luc » dit-elle avec un sourire froid en s'asseyant en face de lui. « Merci d'être venu. Pourquoi m'avoir invité ici, Véronique ?» demanda-t-il sans détour. Elle croisa les jambes et prit un ton faussement désinvolte. « Parce que je pense que nous avons tous les deux des choses à dire et qu'il est temps de clarifier certaines choses. » Jean-Luc resta silencieux. Attendant qu'elle poursuive, « Tu sembles croire que je suis impliquée dans des activités douteuses, » continua-t-elle. « Et je trouve cela insultant, venant de mon propre frère. Alors, explique-moi pourquoi ton nom apparaît dans un carnet lié à de la contrebande, » répliqua-t-il. Le sourire de Véronique vacilla légèrement, mais elle reprit vite contenance. « Ce carnet ne prouve rien. Il pourrait s'agir d'une coïncidence. » Jean-Luc se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Véronique, arrête de jouer à ce jeu. Si tu es impliquée, il est encore temps de te racheter. Mais si tu continues à nier, cela ne fera qu'empirer les choses pour toi. » Un silence tendu s'installa entre eux. Véronique, visiblement déstabilisée, finit par répondre, sa voix teintée de colère. « Tu ne comprends pas, Jean-Luc. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger notre famille. »« Protéger notre famille », répéta-t-il, incrédule, en te livrant à des activités criminelles. « Tu ne sais rien de ce que j'ai dû endurer, » répliqua-t-elle, sa voix montant d'un cran. Après la disparition de Noémie, tout s'est effondré. Tu étais tellement obsédé par elle que tu as négligé tout le reste. Jean-Luc serra les poings, contenant difficilement sa colère. Ce que j'ai fait ou ressenti après la disparition de ma fille ne justifie en rien ce que tu as fait. Véronique détourna les yeux, son masque de froideur commençant à se fissurer. Tu veux savoir la vérité ? Très bien. Oui, j'ai travaillé avec ces hommes. Oui, j'ai utilisé le trafic pour assurer ma propre sécurité financière. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette affaire n'était pas censée t'affecter. Jean-Luc la regarda, abasourdi. Et Aurore, pourquoi avoir voulu la faire accuser ? Véronique sembla hésiter, puis répondit finalement « Parce qu'elle est un problème. Si elle est vraiment Noémie, cela remet tout en question. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Jean-Luc se redressa, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je savais qu'Aurore était Noémie, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « Je l'ai su dès que je l'ai vue porter ce collier. Mais si elle revient, si elle récupère sa place,
Cela signifie que tout ce que j'ai construit s'effondrera. Jean-Luc sentit un mélange de colère et de douleur l'envahir. « Alors, c'était toi, murmura-t-il. Tu es responsable de sa disparition. » Véronique baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne voulais pas qu'elle disparaisse. Je voulais juste qu'elle parte. Loin, mais les choses ont échappé à mon contrôle. » Jean-Luc se leva brusquement, sentant sa poitrine se serrer sous le poids de cette révélation. « Tu as détruit notre famille, Véronique. Et maintenant, tu détruiras ce réseau où je m'en chargerai moi-même. » Il quitta la pièce, laissant Véronique seule, ses mains tremblantes, alors qu'elle réalisait les conséquences de ses actes. De retour dans sa cabine, Jean-Luc trouva Aurore, qui l'attendait avec anxiété. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda-t-elle immédiatement. Jean-Luc s'assit face à elle, son expression sombre. « Elle a avoué, elle savait qui tu étais, et elle a tout fait pour te tenir éloigné. » Le visage d'Aurore se décomposa. « Alors, c'est vrai ?» Jean-Luc posa une main sur son épaule, la voix pleine de gravité. « Oui, Aurore, tu es ma fille. » La révélation de Véronique résonnait encore dans l'esprit d'Aurore, tandis qu'elle contemplait le visage de Jean-Luc. Les mots qu'il venait de prononcer confirmaient enfin ce qu'elle avait longtemps ignoré. Elle était sa fille, la petite Noémie disparue 20 ans plus tôt. Un mélange de soulagement et de douleur l'envahit, car cette vérité jetait également une lumière crue sur les mensonges et les manipulations qu'il avait tenues loin de sa propre famille. Jean-Luc, bouleversé, s'approcha d'Aurore pour la prendre doucement dans ses bras. Il sentit la fragilité de cette jeune femme qui avait grandi sans savoir d'où elle venait, et la culpabilité l'assaillit de ne pas avoir été là pour elle. Les battements rapides de son cœur traduisaient à la fois la joie de l'avoir retrouvée et la colère envers sa sœur. Véronique avait non seulement commis un crime, mais elle avait aussi démoli leur famille. « Je suis désolée, » murmura Jean-Luc, la voix tremblante. « J'aurais dû te retrouver plus tôt. » Aurore ferma les yeux, retenant des larmes mêlées de douleur et de reconnaissance. Elle avait toujours rêvé d'obtenir des réponses sur son passé, et voilà qu'elle découvrait être l'enfant enlevé d'un homme influent, mais blessé. Toutefois, le soulagement d'être enfin fixé n'éteignait pas la fureur qu'elle ressentait contre Véronique. « Elle va devoir payer pour ce qu'elle a fait, » dit-elle d'une voix sourde. « Je ne peux pas laisser passer ça. » Jean-Luc acquiesça, le regard dur. Il pensait à tous ses mensonges, à toute la souffrance qu'il avait endurée depuis la disparition de Noémie. Véronique n'avait montré aucun remords, même face à la vérité. Elle semblait prête à tout pour sauver sa peau. S'il ne réagissait pas vite, elle pourrait encore trouver le moyen de fuir ou de causer plus de tort. Ils passèrent une grande partie de la nuit à discuter des implications de cette révélation. Les caisses de contrebande, l'implication de Véronique dans le trafic et la tentative de faire accuser Aurore n'étaient qu'une partie du puzzle. Désormais, tout prenait un sens plus sombre. En dissimulant l'existence de Noémie, Véronique avait pu préserver ses intérêts financiers et son contrôle sur certaines affaires familiales. Au petit matin, les premiers rayons du soleil traversèrent le hublot de la cabine, épuisés, mais déterminés. Ils élaborèrent un plan. Jean-Luc comptait présenter publiquement les preuves recueillies à propos de la contrebande, tout en révélant la véritable identité d'Aurore devant les autorités compétentes. Il espérait ainsi mettre fin aux agissements de Véronique et de ses complices avant que la situation ne dégénère davantage. « Tu n'es pas obligée de venir, » dit Jean-Luc à Aurore en ramassant les documents. « C'est dangereux, je ne compte pas rester à l'écart, » répliqua-t-elle d'un ton ferme. « Je veux voir Véronique répondre de ses actes, et puis cette histoire me concerne autant que toi. » Touché par son courage, Jean-Luc hocha la tête. Il savait qu'ils seraient plus forts en agissant ensemble. Cependant, dans le fond de ses pensées, un doute le rongeait. Véronique était rusée, et ses complices ne reculeraient devant rien pour faire taire ceux qui menaçaient leurs opérations criminelles. Avant midi, ils se rendirent chez le directeur de la sécurité du paquebot. C'était un homme massif et austère, nommé Delgado, réputé pour son inflexibilité. Pourtant, à leur grande surprise, il sembla peu réceptif lorsqu'ils lui montrèrent les photos des caisses et le carnet de compte. Son visage resta fermé, comme s'il tentait de minimiser l'affaire. Il faudra plus que de simples photographies pour justifier une intervention, déclara-t-il d'un ton sec. Vous accusez une passagère importante, et votre parole ne suffira pas. Jean-Luc s'emporta presque, mais Aurore lui posa une main sur le bras pour le calmer.
Ils comprirent que Delgado pourrait être réticent à agir contre une personnalité influente, d'autant plus que le paquebot avait une réputation à préserver. Pourtant, l'urgence de la situation ne leur laissait pas le loisir d'attendre. En sortant du bureau de la sécurité, ils croisèrent justement Véronique. Elle arborait un sourire ironique, comme si l'échange houleux avec Jean-Luc la veille ne l'avait nullement déstabilisée. En la voyant, Aurore sentit la colère lui monter aux joues. Elle avança d'un pas, bien décidée à exiger des comptes sur le champ. Mais Jean-Luc la retint, craignant un scandale public qui pourrait ruiner leurs chances d'aboutir. « Vous êtes bien naïf si vous croyez m'abattre avec vos pseudo-révélations », lâcha Véronique, le regard brillant de défi. « Un mot de moi, et vous finirez tous deux hors de ce bateau, sans aucun recours. » Aurore sentait son cœur battre à tout rompre, mais Jean-Luc conserva son sang-froid, malgré la rage qui grondait en lui. L'étincelle dans les yeux de sa sœur montrait clairement qu'elle ne reculerait devant rien pour sauver ses intérêts. Elle n'avait plus l'intention de dissimuler ses menaces. La confrontation fut brève, mais suffisante pour convaincre Aurore et Jean-Luc de l'urgence de leur prochain geste. S'ils ne réagissaient pas immédiatement, Véronique trouverait un moyen de détruire les preuves ou de manipuler les autorités à bord. Il fallait agir, et vite. Quand Véronique s'éloigna, Jean-Luc serra la main d'Aurore avec détermination. « Nous allons chercher le capitaine. Si Delgado ne veut pas nous écouter, peut-être que le commandant du navire prendra cette affaire au sérieux. » Leur course contre la montre commençait. Chaque pas les rapprochait d'un point de non-retour. Car ils savaient ce que Véronique et ses complices ne resteraient pas inactifs. Les menaces allaient certainement se multiplier, et l'heure de la confrontation finale approchait à grands pas. Le matin suivant, alors que le paquebot continuait sa route à travers les eaux claires de la Méditerranée, Jean-Luc et Aurore se préparaient à rencontrer le capitaine. L'urgence de la situation se lisait dans leurs regards inquiets. Après avoir été ignorés par Delgado, le directeur de la sécurité, ils plaçaient désormais leurs derniers espoirs dans l'autorité supérieure du navire. Si le capitaine ne les écoutait pas, ils risquaient de perdre leur unique chance de faire éclater la vérité avant que Véronique ne reprenne le contrôle de la situation. Ils arrivèrent devant la porte du bureau du commandant et attendirent que l'assistant les fasse entrer, lorsque le capitaine, un homme à l'allure imposante, les autorisa à exposer leurs requêtes. Jean-Luc expliqua tout, la contrebande dissimulée dans les cales, les menaces reçues par Aurore et la découverte d'un réseau criminel impliquant apparemment des complices à bord. Il mentionna également les liens possibles avec Véronique, sa sœur, et souligna la nécessité d'agir au plus vite. Le capitaine, d'abord perplexe, les écouta avec une attention croissante. Ses traits se durcirent à mesure que Jean-Luc évoquait les preuves, le carnet de transactions, les caisses photographiées, ainsi que le témoignage direct d'Aurore sur l'agression et les menaces. Malgré la gravité des accusations, il se montra plus réceptif que Delgado. Il expliqua toutefois que l'intervention devait être menée avec prudence, car une erreur risquait de provoquer un scandale retentissant et de mettre en danger la vie des passagers. Après un long silence, le capitaine prit la parole d'une voix résolue. Il promit de lancer une enquête interne immédiate et d'examiner leurs preuves de manière approfondie. Il prévint également Jean-Luc et Aurore que, pour éviter une panique générale, il ne leur serait pas possible de communiquer publiquement ces informations avant la fin de ces vérifications. Jean-Luc hocha la tête, comprenant que la discrétion restait cruciale. Il quitta le bureau avec un mince espoir. Au moins, cette fois, ils avaient été entendus, de retour dans leur cabine. Aurore se laissa tomber sur le lit, épuisée par les événements. Ses pensées se bousculaient encore autour de la révélation de son identité, de la trahison de Véronique et de ce réseau illégal qui menaçait de les engloutir. Elle repensa à son enfance, à la vie modeste qu'elle avait menée aux côtés de sa mère adoptive, sans jamais imaginer que son véritable père était un homme fortuné et influent, piégé lui-même dans un drame familial. Jean-Luc, tout aussi éprouvé, parcourait nerveusement les documents éparpillés sur la table. Il s'interrogeait sur la suite. Le capitaine était-il réellement de leur côté ou chercherait-il, à l'instar de Delgado, à protéger la réputation du paquebot aux dépens de la justice? La seule perspective qui le rassurait un peu était d'avoir enfin établi un contact officiel. Si le commandant prenait sa mission au sérieux, alors Véronique et ses complices ne pourraient non plus opérer dans l'ombre très longtemps. Leur répit fut de courte durée. À peine Aurore avait-elle fermé les yeux pour tenter de se reposer, qu'un bruit sourd résonna dans le couloir. Jean-Luc, sur le qui-vive, ouvrit la porte et aperçut deux hommes portant des gilets de sécurité,
qui semblaient de fouiller les cabines voisines sous prétexte de vérifier l'état des issues de secours. L'un d'eux, reconnaissant probablement Jean-Luc, s'immobilisa et échangea un regard rapide avec son collègue avant de faire demi-tour. « Je n'aime pas ça », murmura Jean-Luc en refermant la porte. « Il pourrait chercher nos preuves ou s'assurer qu'on ne s'échappe pas. On doit rester sur nos gardes. » Répondit Aurore, le souffle encore court. Peu après, une alarme discrète retentit dans le navire, signalant un exercice de sécurité. Les passagers reçurent l'ordre de se diriger vers les points de rassemblement prévus. Aurore et Jean-Luc s'exécutèrent, en proie à un mauvais pressentiment, dans la foule. Ils reconnurent Véronique, impeccablement habillée, qui se frayait un chemin avec une aisance calculée. Son visage ne laissait transparaître aucun signe de culpabilité, mais lorsqu'elle croisa le regard d'Aurore, un éclair de rancœur traversa ses yeux. L'exercice traîna en longueur, et sous le prétexte de vérifier divers équipements, l'équipage obligea chacun à attendre sur le pont. Jean-Luc suspecta que ceci n'était pas un simple hasard. Peut-être cherchait-on à empêcher toute action de sa part ou de celle du capitaine. Lorsqu'enfin l'alerte fut levée, le capitaine leur adressa à peine un signe de tête, visiblement absorbé par des préoccupations urgentes. Sentant la fatigue le gagner, Jean-Luc proposa à Aurore de s'éloigner un moment. Ils se retrouvèrent près de la balustrade, contemplant la mer infinie. Le vent salé leur rappela la beauté de leur environnement malgré la tension ambiante. Aurore frissonna, repensant à la tranquillité illusoire qu'elle ressentait encore quelques jours plus tôt. Avant que toute sa vie ne bascule, je me demande ce que le capitaine va vraiment faire, souffla-t-elle. Nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance, répondit Jean-Luc en posant une main sur son épaule. Mais nous devons préparer un plan B au cas où les choses tourneraient mal, à ce moment. Un membre de l'équipage surgit avec précipitation, réclamant la présence de Jean-Luc auprès de la réception. Il semblait nerveux et refusait d'entrer dans les détails. Intrigués, Aurore et lui le suivirent dans les couloirs bondés, jusqu'à ce qu'ils atteignent la zone d'accueil principale. Là, un groupe de passagers s'était formé, tous fixant la silhouette inanimée de Delgado, étendu au sol et visiblement inconscient. Un médecin de bord tentait déjà de le réanimer, tandis que plusieurs agents de sécurité s'affairaient autour de la scène. Aurore, sidérée, eut un mouvement de recul. Elle ne portait pas Delgado dans son cœur. Mais jamais elle n'aurait imaginé le voir ainsi. Jean-Luc, de son côté, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Si quelqu'un avait agressé Delgado, cela signifiait que l'enquête interne avait probablement pris une tournure dangereuse. Si même le directeur de la sécurité est attaqué, murmura Aurore. Alors nous sommes tous en danger. Jean-Luc acquiesça, le visage blême. Il comprit que leur temps était compté. La personne ou le groupe responsable de cette attaque cherchait manifestement à faire taire toute résistance. Désormais, le capitaine était peut-être leur seul espoir, à condition qu'il ne soit pas déjà tombé dans le même piège. Le choc de voir Delgado étendu au sol, inconscient, avait paralysé la foule rassemblée près de la réception. Tandis que le personnel médical s'efforçait de le réanimer, Aurore et Jean-Luc se tenaient en retrait, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. L'atmosphère s'était soudain chargée d'une angoisse palpable. Personne ne semblait savoir si Delgado avait été victime d'un malaise ou d'une agression. Lorsque le médecin de bord se redressa, le visage grave, il leur annonça que le directeur de la sécurité était vivant. Mais dans un état critique, il ordonna qu'on l'emmène immédiatement à l'infirmerie, à travers les chuchotements inquiets. Aurore et Jean-Luc perçurent des bribes de conversation, évoquant une possible altercation juste avant que Delgado ne s'effondre. « Il a forcément découvert quelque chose », murmura Jean-Luc à voix basse. « S'il a été attaqué, c'est qu'il représentait une menace pour ceux qui dirigent la contrebande. » Aurore acquiesça, jetant un regard vers l'attroupement de passagers encore sous le choc. Certains filmaient la scène avec leur téléphone, d'autres tentaient d'obtenir plus d'informations auprès de l'équipage. Dans ce tumulte, elle aperçut brièvement Véronique, postée un peu à l'écart. Leur regard se croisa, et Aurore eut un frisson en voyant l'ombre d'un sourire ironique sur les lèvres de sa tante. « Elle est impassible », souffla Aurore. « Elle se fiche de ce qui arrive à Delgado, tant qu'elle reste hors d'atteinte. » Jean-Luc, de plus en plus furieux, aurait voulu exiger des explications sur le champ. Cependant, il savait qu'une confrontation publique risquait d'entraîner un chaos supplémentaire. Il préféra retenir sa colère et entraîna Aurore à l'écart vers un couloir latéral. « Nous devons trouver le capitaine », insista-t-il.
Delgado était son bras droit pour la sécurité à bord, s'il est hors service. Le capitaine sera contraint de réagir. Ils se dirigèrent vers la passerelle de commandement, espérant y trouver le capitaine. L'accès était généralement restreint, mais face à la gravité de la situation, Jean-Luc insista. Un officier de quart, reconnaissant le nom de la famille Duret, accepta à contre-cœur de les laisser entrer. À l'intérieur, le capitaine se tenait debout face à un large hublot, contemplant la mer. À ses côtés, 2 officiers discutaient à voix basse, le visage fermé. En voyant Jean-Luc et Aurore, le capitaine leur jeta un regard dur, puis leur fit signe de s'approcher. « Je suis au courant pour Delgado », dit-il sans préambule. Les médecins ont confirmé qu'il présentait des signes de violence physique. Jean-Luc ferma brièvement les yeux, pris de colère. « Capitaine, vous comprenez ce que cela implique. Cette attaque n'a rien d'un hasard. Nous vous avons parlé d'un réseau criminel à bord. » Le capitaine posa les mains sur la console. Semblant peser chacun de ses mots, « J'ai fait vérifier vos informations, » reprit-il. « Certains éléments indiquent effectivement un trafic illégal. Mais si je déclare l'état d'urgence et que j'affronte ouvertement les responsables, nous risquons une mutinerie ou un soulèvement des passagers. » Aurore se mordit la lèvre. Elle comprenait la position du capitaine, mais elle ne pouvait tolérer davantage d'inaction. « Vous devez faire quelque chose. D'autres personnes pourraient être blessées ou même tuées. » Le capitaine hocha lentement la tête. « Je vais donner l'ordre de renforcer la surveillance. Nous allons fouiller méthodiquement les cales et mettre certains passagers sous discrète observation. Mais je vous avertis, si vous agissez de votre côté et que vous mettez en péril la sécurité du navire, je ne pourrai pas vous protéger. » Jean-Luc hocha la tête. Même s'il bouillonnait intérieurement, il comprenait le dilemme du capitaine, mais l'heure n'était plus à la prudence excessive. Il remercia brièvement l'officier et quitta la passerelle avec Aurore. Le cœur lourd, dans le couloir, ils échangèrent un regard résolu. Le capitaine ferait ce qui était en son pouvoir, mais le temps jouait contre eux. Véronique et ses complices ne reculeraient pas devant la violence, comme l'incident avec Delgado le prouvait. On ne peut plus se contenter d'attendre. Dit Aurore, il faut la confronter maintenant, avant qu'elle ne disparaisse ou ne cause plus de dégâts. Je sais, répondit Jean-Luc, la mâchoire crispée. Mais si nous y allons trop brusquement, elle va tout nier ou tenter de fuir. Un membre de l'équipage passa près d'eux, jetant un regard inquiet sur les visages fermés des 2. Aurore inspira profondément et proposa. On doit l'isoler, la mettre devant nos preuves, sans qu'elle puisse s'enfuir. Peut-être qu'on peut utiliser son arrogance contre elle. Jean-Luc acquiesça. Elle se croit intouchable. Si elle pense que je suis prêt à négocier ou à l'écouter, elle viendra. Mais il faut un endroit sûr, où on pourrait tout enregistrer ou filmer, histoire d'avoir un témoignage irréfutable. Aurore repensa à la cabine la plus spacieuse que Jean-Luc possédait à bord, un lieu où il avait fait installer un petit système de vidéoconférence pour ses affaires. « Utilisons ta cabine. On peut préparer un enregistrement discret. Lorsque Véronique se rendra compte qu'elle est piégée, il sera trop tard pour s'échapper. » Ils se mirent d'accord sur ce plan. Jean-Luc envoya un message à Véronique, l'invitant à le rejoindre pour discuter de la situation du navire et du scandale potentiel. Il laissa entendre qu'il était prêt à trouver un compromis, afin de protéger l'image de leur famille et d'éviter que l'affaire ne s'ébruite, si Véronique mordait à l'hameçon. Ils auraient peut-être enfin l'occasion de la confronter aux preuves accumulées. Aurore vérifia le dispositif d'enregistrement qu'elle venait de brancher à un ordinateur portable, tandis que Jean-Luc disposait dans la pièce toutes les pièces à conviction, photos, documents, relevés de compte, ainsi que le carnet incriminant. Le temps semblait suspendu lorsqu'ils entendirent de frapper à la porte. Jean-Luc ouvrit, découvrant Véronique, élégante mais visiblement tendue. Elle jeta un regard circulaire à la cabine, puis posa les yeux sur Aurore avec un rictus de mépris. « J'espère que tu n'as pas l'intention de me faire perdre mon temps, Jean-Luc », lança-t-elle d'emblée. Jean-Luc s'écarta pour la laisser entrer, prenant soin de refermer la porte derrière elle. « J'ai réfléchi à ta proposition, Véronique, » dit-il, la voix calme. « Peut-être qu'il y a un moyen de régler tout ça à l'amiable. » Il la conduisit vers le bureau où étaient disposés les documents, tandis qu'Aurore se tenait près de la fenêtre, feignant l'indifférence. Dans le silence pesant, Véronique parcourut les papiers, les sourcils froncés. « Je ne vois pas pourquoi je devrais négocier, » dit-elle finalement, d'un ton hautain. «
J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Jean-Luc se rapprocha, croisant son regard. Tu n'as pas encore compris, Véronique. Cette fois, c'est nous qui avons toutes les cartes en main. Le visage de la femme se décomposa légèrement, comme si elle réalisait soudain que quelque chose lui échappait. Aurore, cachant son appréhension, avança d'un pas, prête à mettre un terme définitif à cette mascarade. Ils avancèrent dans le couloir, avec la détermination de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Aurore sentait son cœur battre à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline. Jean-Luc, lui, serrait la pochette de documents contre sa poitrine. À chaque pas, le poids de tout ce qu'ils avaient découvert lui semblait plus écrasant. Pourtant, il savait qu'il devait en finir. Il devait affronter Véronique et la forcer à répondre de ses actes avant qu'elle ne trouve un moyen de fuir, ou de semer davantage de chaos. Lorsqu'ils atteignirent la zone de réception, un silence tendu planait. Quelques passagers déambulaient çà et là, visiblement troublés par l'attaque subie par Delgado. Les regards se posaient sur Aurore et Jean-Luc, comme si le reste du navire avait pressenti qu'un moment décisif approchait, au loin. Un officier de sécurité semblait superviser des fouilles discrètes, sans doute ordonnées par le capitaine. « Où est Véronique ?» demanda Aurore à un steward qui se tenait non loin. « Je l'ai vue près du salon privé », répondit-il, l'air nerveux. « Elle discutait avec un homme en costume, mais je ne sais pas ce qu'il manigance. » Jean-Luc échangea un regard avec sa fille, puis ils se dirigèrent ensemble vers cette destination. Les couloirs luxueux semblaient soudain étouffants. L'éclairage tamisé, qui autrefois donnait au navire une atmosphère feutrée, pesait désormais sur leurs épaules comme un présage de confrontation. Ils trouvèrent Véronique dans un salon intime, meublé de fauteuils en velours et orné de tableaux maritimes. Elle se tenait debout devant un bar, un verre à la main, discutant à voix basse avec un inconnu de grande taille. Lorsque la porte s'ouvrit, elle les remarqua aussitôt et interrompit sa conversation. « Ah, vous voilà enfin !» lança-t-elle d'un ton presque enjoué. « Vous avez décidé de cesser de jouer au détective, Jean-Luc. » Les lèvres pincées, laissa Aurore refermer la porte derrière eux. Il posa la pochette de documents sur une table basse et jeta un regard noir à l'homme qui se tenait près de Véronique. Celui-ci les scrutait d'un air impassible, comme s'il évaluait la situation. « Nous avons à te parler en privé, Véronique, » déclara Jean-Luc d'une voix ferme. L'homme masqua un sourire narquois. Véronique, elle, eut un léger haussement d'épaules. « Pierre, attends-moi dehors, » dit-elle à son acolyte. « Je t'appelle si j'ai besoin de toi. » Ce dernier hocha la tête, leur jeta un dernier regard méfiant et quitta la pièce. Refermant la porte derrière lui, dès qu'il fut parti, Véronique se tourna vers Aurore et Jean-Luc, l'air de nouveau hautain. « Je me doute que vous avez des révélations à me faire. Allez-y, je vous écoute. » Aurore avançait déjà vers la table basse, où Jean-Luc s'était mis à déballer les documents. Elle ressentait à la fois de la rage et une étrange peine face à cette femme qui, malgré tout, était sa tante. « Tu sais très bien ce que nous allons dire, Véronique, » commença-t-elle. « Nous avons des preuves de tes transactions illégales, de ta participation au trafic de contrebande. Tu as fait accuser Jean-Luc, et tu as tenté de me faire tomber pour couvrir tes magouilles. » Véronique eut un rictus. « Et qu'est-ce que vous comptez faire? Me dénoncer à la sécurité, au capitaine qui, soit dit en passant, a tout intérêt à éviter un scandale. » Jean-Luc ouvrit alors l'ordinateur portable. Une courte vidéo se lança, capturant un enregistrement clandestin, où la voix de Véronique se reconnaissait clairement. Admettant son rôle dans les opérations, à mesure que les mots résonnèrent dans la pièce, Véronique perdit son sourire. « Tu nous as sous-estimés, » reprit Jean-Luc, sans quitter sa sœur du regard. « Cette fois, tu ne pourras pas nier. » Véronique tenta d'abord de balbutier une excuse. Cherchant une porte de sortie, ses yeux se posèrent sur Aurore, comme si elle espérait la déstabiliser. « Et puis quoi? Même si j'ai participé à ces échanges, je ne suis pas la seule. Tu penses que tu vas me faire tomber sans entraîner d'autres personnes dans ta chute ?» Aurore conserva son calme. Ses nuits passées à se questionner sur son identité, ses angoisses face aux menaces, tout cela l'avait endurci. « Nous sommes prêts à assumer les conséquences, toi. En revanche, tu vas devoir t'expliquer devant les autorités. » Véronique se renfrogna. Son regard semblait calculer la moindre issue, comme si elle cherchait encore un moyen d'échapper à la situation. « Je pourrais aussi me contenter de vous faire taire, » dit-elle d'une voix plus basse, plus menaçante. « Vous ne m'avez pas tout pris, j'ai encore des alliés. » Jean-Luc croisa les bras. «
s'efforçant de masquer l'onde de peur qui menaçait de le submerger. Il jeta un coup d'œil vers la porte, se rappelant l'homme imposant qui accompagnait Véronique. « Tes alliés, ce sont eux qui ont agressé Delgado, qui ont organisé ce trafic. Tu t'enfonces dans la violence, Véronique. Tu ne te rends pas compte que tu risques la prison. Ou pire. » Un silence se fit. Aurore perçut le tremblement dans la main de Véronique, celle qui tenait encore son verre. Malgré son apparente confiance, la tante comprenait sûrement que la partie touchait à sa fin. « Dis-nous la vérité », insista Aurore. « Pourquoi ? Comment as-tu pu garder le secret de mon identité pendant toutes ces années ?» Véronique détourna le regard, incapable de soutenir celui de sa nièce. On pouvait lire une forme de rancœur dans ses yeux. « Parce que tu étais la préférée », lâcha-t-elle enfin, la voix chargée d'amertume. « Jean-Luc ne voyait que toi. Il voulait tout te léguer, moi. Je n'étais qu'une ombre dans la famille. Alors oui, j'ai fait en sorte que tu disparaisses. Pas de la façon dont c'est finalement arrivé. Je le reconnais. Mais une fois que tu as disparu, j'ai vu l'occasion de reprendre les rênes. » Aurore sentit un pincement au cœur, malgré tout ce que Véronique avait fait. La jalousie demeurait au fondement de cette tragédie. « Tu as gâché nos vies à tous, » murmura Jean-Luc, les yeux humides de colère et de peine, sans un mot de plus. Véronique vida son verre d'une traite, comme pour se donner du courage, mais sa posture arrogante ne parvenait plus à masquer sa fébrilité. « Alors, on fait quoi maintenant ?» questionna-t-elle, consciente qu'elle n'avait plus d'échappatoire facile. La poignée de la porte tourna soudain. Le capitaine, suivi de 2 officiers, entra dans le salon. Il posa son regard sévère sur Véronique, puis sur Jean-Luc et Aurore. « Mademoiselle Duret » annonça-t-il d'une voix sans appel. « Nous avons suffisamment d'éléments pour vous interroger officiellement. Merci de nous suivre. » Véronique eut un dernier regard de défi vers Jean-Luc avant de reposer son verre sur le comptoir. Les 2 officiers s'approchèrent d'elle, tandis que le capitaine examinait l'ordinateur portable, confirmant la présence des preuves. Aurore et Jean-Luc échangèrent un regard ému. Ils savaient que la bataille n'était pas totalement terminée, qu'il restait encore à dévoiler tous les complices et à assurer leur propre sécurité. Pourtant, en voyant Véronique se laisser emmener hors du salon, menottée, ils ressentirent un immense soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, Aurore avait la sensation que la vérité triomphait enfin. Le silence qui régnait dans le salon privé après l'arrestation de Véronique laissait un curieux sentiment de flottement. Aurore, debout aux côtés de Jean-Luc, regardait encore la porte fermée derrière laquelle sa tante venait de disparaître, escortée par les officiers du capitaine. Tout était allé si vite. En l'espace de quelques instants, la vérité avait éclaté au grand jour. Et Véronique, cette femme qu'il soupçonnait depuis des jours, se retrouvait désormais entre les mains de la justice à bord. Pourtant, le soulagement qu'Aurore ressentait ne parvenait pas à effacer un léger goût amer. La situation n'avait rien d'un happy end paisible. Il restait bien des questions sans réponse. Qui d'autre était impliqué dans ce réseau? Fallait-il redouter une vengeance de la part des complices de Véronique? Et surtout, comment accepter la cruauté d'un acte commis au sein même de la famille? « Tu vas bien ?» demanda Jean-Luc en posant la main sur l'épaule de sa fille. « Je ne sais pas, » répondit-elle, la voix hésitante. C'est un tel choc de découvrir tout ce qu'elle a fait. Pourquoi elle l'a fait? Et de réaliser que j'ai grandi sans connaître ma vraie famille. Jean-Luc l'attira doucement contre lui, la serrant dans une étreinte paternelle qu'Aurore n'avait jamais reçue. C'était à la fois étrange et infiniment réconfortant. Elle laissa échapper un soupir, prenant pleinement conscience qu'elle n'était plus seule. Malgré la douleur et la colère, la jeune femme se sentait soutenue par celui qui, enfin, assumait le rôle de père. Un officier du navire entra discrètement pour les informer que le capitaine souhaitait s'entretenir avec eux dès que possible. Il leur demanda également de le suivre jusqu'à une salle de réunion sécurisée, où l'on conservait à présent toutes les preuves accumulées contre Véronique et ses éventuels complices. En chemin, Jean-Luc et Aurore passèrent devant la zone où Delgado, le directeur de la sécurité, était soigné. Selon les rumeurs, il se trouvait désormais hors de danger. Même s'il restait sous surveillance médicale, d'après les premiers éléments recueillis, il aurait été agressé par surprise, sans avoir eu le temps de voir clairement son assaillant. Cette nouvelle leur serra le cœur. La violence était bel et bien au centre de cette sombre affaire. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle de réunion, le capitaine les accueillit d'un regard fatigué mais soulagé. Sur la table, des documents, des photographies et diverses pièces à conviction étaient soigneusement disposées.
Un autre officier, que Jean-Luc ne connaissait pas, pianotait sur un ordinateur pour organiser les fichiers numériques relatifs à l'enquête. « Nous avons déjà pu interroger mademoiselle Véronique Duret », annonça le capitaine en désignant un siège à Aurore et Jean-Luc, même si elle nie avoir commandité l'agression de Delgado. Elle reconnaît être impliquée dans un trafic d'objets de luxe. Jean-Luc serra les poings, ravalant sa colère. Aurore, elle, sentait son cœur se serrer en pensant à tout ce que Véronique n'avouerait jamais spontanément. L'enlèvement de Noémie, le fait de l'avoir abandonnée, puis d'avoir entretenu un réseau criminel pour consolider son influence. « Avez-vous découvert d'autres personnes complices à bord ?» demanda Aurore. « Nous avons identifié plusieurs suspects, » répondit le capitaine. Certains passagers semblent liés à ces échanges illicites. Certains membres de l'équipage pourraient aussi être mêlés à l'affaire. Il leur expliqua en détail les mesures prises pour sécuriser le navire jusqu'à l'arrivée au prochain port. Où la police maritime prendrait le relais, des fouilles avaient déjà mis la main sur une partie des marchandises de contrebande, confirmant l'existence d'un vaste trafic. « Vous pensez pouvoir maintenir l'ordre d'ici là ?» s'inquiéta Jean-Luc. « Nous ferons de notre mieux », assura le capitaine. « Mais restez vigilants. Il n'est pas impossible que des complices de mademoiselle Duret tentent encore de s'en prendre à vous. » Aurore acquiesça, son esprit revenant aux menaces qu'on lui avait adressées. Désormais, elle n'était plus une simple serveuse vulnérable, accusée de vol à tort. Elle était la fille de Jean-Luc Duret, reconnue par ce père retrouvé, et aussi la victime d'une machination orchestrée par sa propre tante. Cette nouvelle position ne la mettait pas pour autant à l'abri du danger. Après cette brève réunion, le capitaine leur laissa un moment de répit. Jean-Luc proposa alors à Aurore de l'accompagner jusqu'à la cabine qu'il occupait. Dans une section plus sécurisée du paquebot, en chemin, ils croisèrent plusieurs regards curieux, dont certains passagers qui, ne connaissant pas l'ampleur du drame, semblaient intrigués de les voir ensemble. « Comment te sens-tu » demanda Jean-Luc, une fois qu'ils eurent refermé la porte derrière eux. « Épuisé » admit Aurore. « Tout est arrivé si vite. J'ai l'impression de traverser un rêve étrange dont je ne me réveille pas. » Il l'invita à s'asseoir sur un canapé moelleux, face à la fenêtre donnant sur l'immensité de la mer. Pendant quelques instants, ils restèrent silencieux, écoutant seulement le bruit des vagues et le léger ronronnement du moteur. « Tu n'es pas obligé de rester à bord si tu ne t'en sens pas la force, » reprit-il doucement. « Quand nous accosterons, tu pourras partir et tenter de reconstruire ta vie, loin de ce cauchemar. » Aurore secoua la tête, les yeux encore brillants de détermination. « C'est aussi mon histoire. J'ai besoin de comprendre pleinement ce qui s'est passé, d'affronter les fantômes du passé pour avancer. Et je voudrais apprendre à te connaître. » Une brève émotion traversa le visage de Jean-Luc. Il s'assit à côté d'elle, sans rompre le contact visuel. « Je sais que je ne peux pas réparer ces 20 années perdues, » murmura-t-il. « Mais je veux être là pour toi. Désormais, tu n'as plus à te débrouiller seul. » Ils échangèrent un regard complice, empli de promesses silencieuses. Aurore sentit son cœur se gonfler d'une gratitude inattendue. Au milieu de cette tempête, elle trouvait enfin un ancrage. La soirée approchait, le navire, malgré l'enquête en cours, maintenait un semblant de normalité pour les passagers qui n'étaient pas directement touchés par le scandale. Quelques rires et bruits de fête parvenaient du restaurant principal, contrastant violemment avec la tension que ressentaient Aurore et Jean-Luc. « Demain, nous devrions rencontrer les enquêteurs officiels qui monteront à bord, » expliqua Jean-Luc, consultant un message du capitaine. « Ils prendront ta déposition et la mienne. » Aurore hocha la tête. « J'y suis prête. » Son regard se perdit un instant dans la contemplation de l'horizon où le soleil commençait à décliner, enveloppant l'océan d'une lueur dorée dans cette image paisible. Elle trouva un brin d'espoir. La vérité venait de triompher d'un énorme mensonge. Et même s'il restait encore bien des obstacles, elle se sentait désormais capable de les surmonter. Aurore se réveilla avec un léger sursaut. La nuit avait été courte, agitée par des rêves confus, où s'entremêlaient ses souvenirs d'enfance et les révélations des derniers jours. Dans la cabine voisine, Jean-Luc dormait à peine lui non plus, secoué par une tempête intérieure depuis l'arrestation de Véronique. Malgré tout, une lueur nouvelle éclairait leur visage. L'espoir d'un avenir plus serein, une fois ce cauchemar derrière eux. Au petit matin, ils se rendirent ensemble à la passerelle. Sous un ciel clair, le capitaine avait réuni quelques officiers et les représentants des autorités maritimes, venus spécialement à bord avant l'accostage dans le port suivant. Les enquêteurs officiels, en uniforme strict,
prenait des notes et questionnait à tour de rôle l'équipage, les passagers impliqués et les témoins directs. Les caisses retrouvées dans les cales, pleines d'objets de contrebande, constituaient une preuve irréfutable du trafic. L'implication de Véronique était déjà largement documentée grâce aux enregistrements et aux témoignages de Jean-Luc et d'Aurore. Lorsque ce fut à leur tour de faire leur déposition, Aurore sentit son cœur s'emballer. Elle raconta tout. Son accusation injuste de vol, la découverte des caisses, l'agression de Delgado, sans omettre la terrible confession de Véronique à propos de son enlèvement. 20 ans plus tôt, les enquêteurs semblaient abasourdis devant l'ampleur des faits. Prenant soin de confirmer chaque détail, Jean-Luc, la voix posée mais empreinte d'émotion, compléta le récit en expliquant comment il avait longtemps recherché sa fille disparue. Il souligna également la souffrance causée par la jalousie et l'ambition démesurée de sa sœur, une fois leur témoignage enregistré. On leur conseilla de patienter dans l'un des bureaux du capitaine. Les enquêteurs voulaient sans doute procéder à l'audition d'autres suspects, avant de rendre leurs conclusions. Aurore et Jean-Luc s'installèrent donc dans un espace calme, longeant une large baie vitrée qui offrait un panorama magnifique sur la mer. Parfois, des membres de l'équipage passèrent dans le couloir, jetant des regards curieux ou compatissants vers la cabine où ils se trouvaient. « Comment te sens-tu » demanda Jean-Luc, s'asseyant à côté d'Aurore. « Épuisée, mais plus légère », répondit-elle après un court silence, comme si la vérité, même si elle est dure à entendre, me libérait peu à peu. Jean-Luc acquiesça. Lui aussi éprouvait une étrange sensation de soulagement, mêlée à une tristesse profonde. Malgré tout, il redécouvrait la présence de sa fille, cette jeune femme courageuse qu'il avait perdue. Un long chemin restait à parcourir pour rattraper le temps envolé. Mais l'essentiel était là, elle était vivante, et il pouvait enfin nouer un lien vrai. Peu de temps après, un enquêteur à la carrure imposante vint frapper à la porte. Il les invita à se rendre sur le pont supérieur, où un attroupement s'était formé. En les suivant, Aurore et Jean-Luc sentirent l'angoisse remonter. Le spectre d'un nouvel incident ou d'une évasion de Véronique hantait leurs esprits. Toutefois, la scène qu'ils découvrirent était plus pacifique qu'ils ne l'avaient craint. Véronique, sous bonne garde, se tenait debout, menottée, le regard vide, tandis que plusieurs complices découverts à bord étaient conduits à leur côté. Les enquêteurs officiels s'affairaient déjà à rédiger des rapports. L'un d'eux, en s'approchant, s'adressa à Jean-Luc. « Nous venons d'achever l'interrogatoire. Madame Duré a reconnu sa participation au trafic. Elle reste évasive sur l'enlèvement de votre fille. Mais nous avons suffisamment d'éléments pour transmettre le dossier aux autorités compétentes. Vous serez sans doute convoqué à témoigner lors du procès. » Jean-Luc hocha la tête, sentant un poids sauter de sa poitrine. Aurore, quant à elle, resta silencieuse, le regard posé sur Véronique. Elle ne parvenait pas à éprouver de triomphe en la voyant déchue. Elle se souvenait de la rancune que sa tante avait exprimée, de sa jalousie qui l'avait poussée à commettre l'irréparable. Malgré elle, Aurore sentit une forme de pitié naître en elle, mêlée de l'indignation face aux conséquences tragiques. « Il est temps de partir », indiqua un officier en uniforme. « Le navire accostera dans quelques heures. Les prévenus seront transférés vers les autorités locales pour poursuite. » Véronique tourna alors ses yeux vers Aurore et Jean-Luc. Une lueur de regret passa fugitivement dans son regard, mais elle disparut aussitôt, remplacée par ce froid détachement qu'elle affichait depuis son arrestation. Sans un mot, elle laissa les gardes l'entraîner sur le pont. Les passagers s'étaient pour la plupart rassemblés à distance. Observant la scène avec stupeur ou curiosité, certains murmuraient que le voyage avait pris une tournure théâtrale digne d'un film policier. D'autres se lamentaient d'avoir vu leurs vacances bouleversées par ce scandale. Pour Aurore et Jean-Luc, il s'agissait davantage d'un profond soulagement. Teinté d'une pointe de mélancolie, l'illusion d'une famille unie venait de s'effondrer. Mais la vérité, au moins, était rétablie. Lorsque le navire jeta enfin l'ancre dans le port, on autorisa les passagers à débarquer progressivement. Les policiers locaux attendaient déjà pour prendre en charge Véronique et ses complices. Aurore, accompagnée de Jean-Luc, se tint en retrait, observant de loin les fourgons qui emportèrent la tante, menottée et silencieuse, vers un avenir qu'elle avait elle-même scellé. « Tout est fini », murmura Aurore. « C'est plutôt un nouveau départ », répondit Jean-Luc d'un ton doux. Ils restèrent encore un peu sur le pont. Savourant la brise marine, à l'horizon, le soleil commençait sa lente ascension, reflétant ses rayons dorés sur l'eau.
pour la première fois depuis longtemps, Aurore accueillait ce spectacle sans la peine insondable de ne pas connaître ses origines. Elle n'était plus cet enfant trouvé sur une plage. Mais la fille retrouvée de Jean-Luc Duret, une main dans celle de son père, elle contempla l'avenir avec prudence, consciente que la route serait encore longue pour guérir de toutes les blessures. Pourtant, la présence de Jean-Luc à ses côtés, l'affection qui les unissait désormais, suffisait à lui donner la force d'avancer. Ensemble, ils quittaient le paquebot, laissant derrière eux les tourments du passé pour écrire une nouvelle page de leur histoire.